Merci. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, sans transition nécessaire avec la précédente communication, en rappelant deux dates qui vont être le point de départ de ma réflexion. Le 17 mars 1992 avait lieu à Buenos Aires un attentat contre l'ambassade d'Israël qui faisait 29 morts. Le 18 juillet 1994, si je compte bien 2 ans après, un attentat contre l'édifice de la Hamia, la principale institution juive ashkénaze d'Argentine, faisait 85 morts et 250 blessés. 20 ans après, les responsabilités n'ont toujours pas été formellement établies. L'enquête a connu un certain nombre d'entraves, de malfaçons, pour lesquelles d'ailleurs l'État argentin a été condamné par des tribunaux internationaux. Et reste et demeure en fait un point de cristallisation de la présence juive en Argentine. Donc, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est de savoir, de me demander en quoi le surgissement de la violence terroriste a été susceptible de questionner le sens de la présence juive en Argentine et la manière des juifs de vivre, des juifs argentins de vivre et de se penser au sein de la nation argentine. Ce que je vais essayer de montrer brièvement, très brièvement, c'est montrer qu'il y a une tension à l'œuvre, en fait, à partir de cet événement, surtout à partir de l'attentat de la Hamia, qui est plus argentinisé, on verra aujourd'hui, un tiraillement entre l'entrée dans un judaïsme de la condition sécuritaire, qui ne nous paraît absolument pas propre, on peut en discuter, au judaïsme argentin, mais en tout cas, le judaïsme argentin faisait son entrée dans cette condition sécuritaire. On va discuter du terme, hein, tout ça est à l'état de brouillon, hein, qui repose la question de l'ancrage des Juifs notamment dans Buenos Aires, et à travers ça, hein, il y a l'idée de réflexion sur la morphologie sociale liée à Mauss, hein, à partir de la manière de se mettre en espace, de se penser socialement aussi. Donc, entrer dans une condition sécuritaire et, d'un autre côté, une citoyennisation de la question juive argentine à travers la question de l'attentat de la Hamia, qui est portée par d'autres acteurs en revanche. Alors, je vais essayer d'aller vite. D'abord, quand même, de poser quelques éléments de contexte. La présence juive en Argentine est insignifiante jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors on signale certains travaux mentionnent une présence marane, hein, mais bon, qui est totalement insignifiante. C'est à partir de 1853 qu'un tournant va s'opérer en Argentine, quand Buenos Aires rejoint la Fédération argentine et qu'est initiée une politique active de peuplement. La devise devient gobernar es poblar. Gouverner, c'est peupler. Si bien que fut inscrite dans la Constitution elle-même l'interdiction formelle d'interdire, de limiter l'immigration. Quelques années plus tard, la loi Avellaneda, la loi sur l'immigration, régularise le processus d'absorption des migrants. Et de 1880 à 1930, on estime à peu près à 3 millions d'immigrants qui rentrent sur le sol argentin. Parmi eux, on compte une grande majorité d'Italiens et d'Espagnols, mais aussi des Français, des Russes, et parmi tous ces migrants, entre 5 et 8% de Juifs. La judaïcité argentine prend donc réellement de l'ampleur à partir de la fin des années 1880, 1889, avec l'arrivée dans le port de Buenos Aires d'environ 1000 Juifs venus principalement d'Europe de l'Est, de Russie et Roumanie, de Turquie aussi, et dès lors, un flot continu va venir gonfler la population juive. On comptait à peu près 10 000 Juifs en Argentine en 1895, 100 000 à la veille de la Première Guerre mondiale, plus de 200 000 à la fin des années 20. Dans leur grande majorité, environ 4... Je vais vite, hein, c'est des éléments de contexte pour arriver plus vite à la suite. Dans leur grande majorité, aux alentours de 80%, ces immigrants venaient d'Europe centrale, Pologne, Russie, Roumanie, Lituanie, Lettonie, et on recensait également une immigration séfarade et orientale d'environ 10%.
Donc on est dans des contextes différents, et donc vraiment dans un judaïsme essentiellement ashkénaze qui va s'implanter en Argentine. Les non-ashkénazes, on va dire, étaient originaires de Syrie, du Liban, de Turquie, du Maroc et d'Espagne. Sous l'impulsion notamment du baron Hirsch, ça c'est une spécificité argentine, un certain nombre de ces migrants juifs rejoignaient les colonies agricoles de l'intérieur du pays et formaient des villages presque exclusivement juifs, dont les plus connus restent... alors là, il me manque une page. Attendez. Je peux vous le dire. Oui, Mauricio... Moïsesville. Ouais, Moïsesville, Bassaville-Bachot. Oui, mais il manque quand même toute la page. Bon, c'est pas grave. Je vais faire 100. Bon, bref, je vais synthétiser. Et on va passer là-dessus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la spécificité qui va venir, ce sera ma première image, c'est que de cette immigration, notamment agricole, à travers la page 3, je peux voir la page 3. J'ai la page 3. Donc le projet du baron Hirsch était de permettre aux Juifs de l'Est de fuir les persécutions, notamment en Russie, et de se régénérer à travers le travail agricole. C'est une thématique qu'on connaît, là elle est appliquée à l'Argentine. Bon, ça n'a pas été un franc succès, notamment parce que ça a laissé... Bon, l'organisation laissait peu d'autonomie aux colons. En fait, elle était largement bénéficiaire, sauf que les colons un peu moins. Et puis il y a des textes qui sortent aujourd'hui sur un antisémitisme latent dans les campagnes. En fait, c'était pas aussi idyllique que ça a pu paraître un moment, mais ça a quand même donné, je le mentionne, je m'attarde un peu, parce que les premières figures des Juifs en Argentine, qui est la figure du Juif gaucho, du Juif de la campagne. En Europe, c'est le gaucho, mais... Donc des gauchos curios, à travers notamment le célèbre ouvrage de Alberto Gershunov, dont j'ai appris qu'on a ici votre femme, est spécialiste. Oui. On m'a dit ça tout à l'heure. Voilà. Je continue. Une dernière vague migratoire a lieu entre 1933 et 1948, qui était la conséquence directe des persécutions que subissaient les Juifs dans cette période en Europe. Et malgré une politique de fermeture explicite à l'égard des Juifs à cette période-là, on estime, selon les sources, à 28 000 à 38 000 Juifs allemands notamment, qui auraient pu rentrer en Argentine entre 1933 et 1945. À partir de cette période, les lois restrictives adoptées par le gouvernement argentin en matière d'immigration ont freiné la croissance de cette communauté, et la communauté, la judaïcité, la judaïcité argentine s'est stabilisée, selon les estimations de Sergio de la Pergola, à 310 000 à partir des années 60. Alors ça, c'est contesté. On va rester sur les estimations de la Pergola, parce que ça nous donnera une idée, on va réfléchir dessus. Alors, rapidement, cette croissance démographique s'est accompagnée d'une consolidation institutionnelle. En 1860, les Juifs argentins obtiennent pour la première fois le droit de célébrer un mariage en Argentine. En 1868, la première institution religieuse est fondée à Buenos Aires et au sein de la première, est construite la première synagogue de Buenos Aires sur la calle Libertad. Attendez, donc là vous avez ici le centre. Alors ici c'est le port, Buenos Aires est un port, donc le centre est évidemment excentré. Et la croissance urbaine s'est projetée par là, un peu en s'éloignant progressivement. Donc ici, à l'époque, c'était déjà un petit peu l'extérieur de Buenos Aires. Et donc on a ici la première synagogue, qui est aujourd'hui en plein centre, sur la calle Libertad, qui est aussi la Plaza Lavache, sur laquelle on reviendra plus tard, puisqu'il y a le tribunal sur cette place-là. Donc 1868, première synagogue. Le judaïsme qui s'y pratique est extrêmement précaire. Le rabbin, c'est en définitive peu de choses. On disait des juifs argentins qui laissaient leur téphilin sur le bateau.
Lui-même, ce rabbin était marié à une non-juive, qu'il a converti un peu à la va-vite. C'est encore une autre histoire. Mais voilà. En 1894, nouvel état de l'institutionnalisation avec la création de la Fevra Kedusha, la société funéraire, qui se concrétisa par l'achat d'un cimetière aligné à l'extrême. Alors, si je peux revenir en arrière comme ça, c'est aligné, c'est par là, si je ne me trompe. Voilà. Cette Fevra Kedusha, c'est à partir de 1935 fédéré avec la Fédération sioniste et la Schulkult, l'institution scolaire yiddish qui venait d'être créée, pour former un premier embryon de communauté d'institutions centralisées, le Vad Arnour, qui fusionna en 1940 pour donner naissance à la AMIA, l'institution mutuelle Israélita Argentina, qui est la communauté centralisée ashkénaze de Buenos Aires, puis de l'Argentine en son entier à partir de 1952, qui est une institution à vocation universelle, c'est-à-dire à la fois religieuse, sociale, culturelle, etc. Entre-temps, en 1935, avait été fondée la DAIA, qui est le bras politique de la représentation, un peu à l'image du CRIF, hein, qui n'a pas vocation à gérer des crédits, à distribuer ni à organiser ni le culte, ni les écoles, etc., mais à représenter les juifs argentins auprès de l'État. Alors, cette consolidation au sein de l'État argentin, non, c'est bon. Avait son revers dès les débuts du XXe siècle. On a observé du côté une fusion entre le nationalisme argentin naissant et un antisémitisme teinté d'antijudaïsme catholique qui s'est notamment concrétisé à partir, notamment en janvier 1919, par ce qu'on appelle la... alors attendez, non, j'ai passé... Avant de parler de ça, j'ai une certaine chose à vous montrer. Donc, ça s'en est suivi une intégration économique et sociale. Comme je suis un peu perdu dans mes notes, voilà, c'est ici. Les premiers migrants occupaient des métiers traditionnels, étaient plutôt pauvres. Progressivement, à partir des années 60, ils deviennent de plus en plus des professions libérales, avocats, médecins. En 1980, 40% des hommes juifs et 8% des femmes faisaient partie des catégories supérieures, profession libérale, patron, profession intellectuelle, une proportion largement supérieure à la moyenne nationale. En 2002, une autre étude montre que la surreprésentation de la population juive du Grand Buenos Aires parmi les catégories hautes et moyennes, etc. Cette réussite sociale et économique s'est traduite aussi par c'est important, par une inscription dans l'espace urbain de plus en plus visible, et notamment, là je vais vous montrer une série de photos du quartier Once, où était implanté l'immeuble de la AMIA qui a explosé lors de l'attentat. Et là, vous voyez donc, toute une série des synagogues, tout un bâti monumental hein, à la fois, et vous voyez ici, qui me semble assez symbolique de l'intégration de ces juifs argentins, c'est El Pasaje, Resto Ibar, Parisha Kasher. Parisha, c'est le barbecue de la viande qui est le plat national argentin. Donc ça, on voit ça, c'est dans Once, pas très loin de la mer. Ici, on va être dans la Kasher. Voilà, ça, je peux anticiper. Voilà. Alors, tout ça allait concomitamment à la naissance, ce que je disais tout à l'heure, la fusion entre un nationalisme argentin et certaines formes d'antisémitisme qui étaient traduites notamment par
lors d'un conflit social très violent qui avait lieu en 1919 par la Semaine tragique qui a donné lieu à des pogroms dans le quartier de Ontsé les 10, 11 et 12 janvier 1919, où de nombreux juifs en fait, ont été pris pour cible, essentiellement, hein, c'était des gars qui opposaient des ouvriers et le patronat, et ont été visés essentiellement les Russes, les Russes juifs, qui ont fait quand même 1500 morts et 4000 blessés, souvent étrangers aux grèves. Ça, et c'est très intéressant parce qu'il y a un certain nombre de textes qui sortent, c'est un phénomène, alors je peux me tromper, mais j'avais lu un article assez récent sur le fait que c'est un événement qui a été largement occulté, et de la mémoire nationale, et même de la mémoire juive argentine. Et ça, je peux me tromper. Hein, voilà. Autre fait marquant, et là je saute pas mal, c'est la persistance d'un antisémitisme et d'un antisémitisme d'État, notamment durant la dictature, où on comptait 4 fois plus de victimes juives que leur proportion dans la population argentine. On a estimé à 8% de juifs dans la prison de Punta Chica, dans la province de Buenos Aires, et 16% de noms à connotation juive. Donc, surreprésentation. Par ailleurs, les témoignages, oui, selon Amnesty International, les juifs représentaient 31% des intellectuels victimes de la répression militaire. Entre 10 et 11% des 8960 disparus étaient juifs, pour une population juive qui ne dépasse pas 1% de la population globale. Et de plus, les témoignages révèlent que les juifs, quand ils étaient arrêtés, étaient soumis à des traitements encore plus dégradants, teintés d'antisémitisme. Ah oui, je comprends ce qu'il y a. Je suis complètement perdu de mon là. Voilà. À partir de cette période, notamment des années 1960-70, notamment sous l'impulsion de cet antisémitisme d'État, et toujours selon les estimations de Sergio Della Pergola, la population juive n'aurait cessé de décliner. Je rappelle, 310 000 juifs en Argentine en 1960, on n'en compterait plus que 286 000 en 1970, 265 000 en 1975, 242 000 en 1980 et 233 000 en 1982 à la fin de la dictature militaire. Donc évidemment, ces juifs partent vers différentes destinations. Je n'ai pas les chiffres exacts de la répartition exacte. Certains vont en Israël, d'autres en Espagne, revivifier un judaïsme de langue espagnole qui était largement moribond et contribuer d'ailleurs à sa reconstruction, notamment dans des villes comme Madrid et Barcelone. Certains en France, certains aux États-Unis. Voilà. Et toujours selon Sergio Della Pergola, on a aujourd'hui 200 000 juifs en Argentine, chiffre contesté par d'autres études. Bon, tout dépend de la manière de compter, qui en inclut, qui en exclut. D'autres estiment à 310 000 personnes juifs ou vivant dans des foyers juifs. Voilà, ça dépend où on met. Bon, Sergio Della Pergola, vous avez... Les chiffres de Sergio sont toujours en dessous. Oui, voilà, c'est ça. Très nettement en dessous des chiffres. Il me racontait justement que quand il était allé en Argentine, il disait il y a eu la Shoah et il y a eu Sergio Della Pergola qui a... Donc, ce mouvement de départ a été réactivé en 2001 à partir avec la crise économique. Les Juifs, comme le reste de la population argentine, a été frappé de plein fouet, notamment depuis les années 80 et les libéralisations de l'économie argentine, et par la crise économique de 2001. Rien que pour l'année 2002, on aurait compté à peu près 6300 à 6500 Juifs argentins qui auraient quitté l'Argentine. Bon, maintenant il me reste combien de temps? Pas beaucoup. Alors, je reviens à... c'est dans ce contexte qu'a lieu l'attentat contre l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, je disais tout à l'heure,
on s'installe dans une longue saga politico-judiciaire qui va voir l'enquête contestée par obstruction, l'enquête bâclée, des preuves occultées, des fausses pistes suivies, un juge qui soudoie un témoignage, etc. Bon, quand je parle de ça aux gens sur place, ils disent « Bienvenue en Argentina », bienvenue en Argentine. Donc, voilà, ce que je voulais juste pour l'instant, c'est un travail, en fait, la question de cette saga judiciaire reste à faire, hein, c'est un énorme travail, j'ai tout ça de documentation, j'ai pas encore tout dépouillé, il faut aller dans les journaux, les archives. Là, je vais juste présenter ce que je disais, la logique sécuritaire qui a été mise en place et quelle logique. Alors là, c'est l'immeuble de la Hamia qui a été reconstruit, et on parle volontiers à ce propos d'architecture bunker. Il a été évidemment reconstruit de sorte à bunker et mémoriel. Hein, j'en avais parlé la dernière fois à Toulouse. Ici, hein, c'est les noms des victimes qui ont été posés sur le nom, mais ici, vous avez des plots de sécurité et un mur qui est à peu près comme cette salle, je vais m'en souvenir, qui protège un bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que pour rentrer dans ce bâtiment, notamment il y a un centre de documentation important, mais notamment un centre de documentation dédié à l'attentat contre la Hamia, donc moi j'ai un Iran quand on est là, il faut d'abord écrire un mail, se présenter, à ce moment-là on donne un rendez-vous, on donne le nom à l'entrée, et on est à l'heure, on laisse ses documents, on laisse nos empreintes, il fut un temps l'empreinte d'Iris. La dernière fois, je ne l'ai pas eu, mais, etc. Donc on a ici toute une architecture sécuritaire et notamment une manière d'enfermer, de limiter les circulations entre l'intérieur et l'extérieur des lieux institutionnels qui n'est pas, à mon sens, sans incidence dans la manière dont ces lieux institutionnels s'inscrivent eux-mêmes dans le paysage urbain. Et il m'est venu à l'idée, en lisant l'article de Foucault sur des lieux autres, hein, qui est par Rubandier écrit, de m'interroger si, de cette manière-là, ces lieux ne fonctionnaient pas à la manière de ce que Foucault appelle des lieux hétérotopiques. Alors en fait, il oppose l'utopie, qui est un lieu irréel, mais qui est toujours pensé dans sa relation, soit en miroir, soit inversé, de la société réelle. Il oppose des lieux hétérotopiques qui sont totalement intégrés à l'espace réel, mais qui fonctionnent justement en utopie réalisée, ou en tout cas en société, en lieu de l'altérité. Et entre autres critères de ces lieux hétérotopiques, Foucault nous insiste sur le fait que ce sont des lieux où les passages sont extrêmement réglementés. Alors bon, ça peut être d'autres choses, hein, il parle de différents lieux, mais en l'occurrence, là, de fait, les passages sont extrêmement réglementés, surtout pour rentrer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui protège, qui n'empêche pas nécessairement les juifs de participer à la société majoritaire, c'est-à-dire de sortir de ces lieux. On en sort facilement, si vous voulez, mais on n'y entre pas facilement. Et autre caractéristique, c'est de fonctionner sur une hétérochronologie aussi. Comment on pourrait dire ? Bon, bref. Hétérochronie. Voilà. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les lieux institutionnels de Buenos Aires ont été protégés de telle sorte contre les attaques à la voiture bélier, puisqu'il est soupçonné, en fait, c'est pas complètement prouvé, que c'eût été une voiture piégée. Certaines thèses disent aussi qu'il y aurait une bombe en plus à l'intérieur. Bon voilà, ça continue 20 ans après. Mais tous les lieux institutionnels ont été protégés. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont que les lieux juifs. On aurait pu penser que l'Argentine, l'État argentin allait protéger l'ensemble de ces lieux de son administration. Or, ce ne sont que les lieux juifs qui ont été protégés. Donc vous voyez, du coup, n'importe quel lieu communautaire est signalé par des portiques, des plots, des logiques sécuritaires.
ça c'est autre chose. Voilà. Donc, ça c'est la logique que j'ai appelée la logique sécuritaire qui introduit un ancrage dans urbain différent. Dans le même temps, on a eu une tendance à citoyenniser, c'est-à-dire à se saisir de ce moment de l'attentat pour en faire un enjeu non pas communautaire et juif, mais pour des luttes pour le droit et la démocratie et la justice au sein de l'État, la nation argentine. Alors, combien de temps il me reste? Parce que j'ai la version courte, la version longue. Non, presque. Alors, je voulais vous présenter, bon, je vais très très vite. Vous voyez là, c'est des photos qui ont été prises lors des commémorations du 20e anniversaire. Là, c'est l'entrée pour les commémorations officielles qui ont lieu devant l'immeuble de la Hamia. Ce que j'ai pas pu, alors c'est pas moi qui ai fait les photos parce qu'il y avait deux commémorations en même temps, mais j'ai choisi d'aller à une autre et j'ai envoyé quelqu'un le faire pour moi. Ici, il y avait quelque chose, et j'ai essayé de traverser avant pour me rendre à l'autre, et vous aviez, c'était en état de siège littéralement, vous ne pouvez pas rentrer sur les lieux, tellement c'était protégé, tellement mais on ne pouvait pas photographier non plus les dispositifs sécuritaires. En revanche, là, c'est intéressant de voir, de prendre la mesure de la médiatisation du domaine. Voilà, et donc ici, les strates sur lesquelles a eu lieu les commémorations, et on voit, même il y a 20 ans, pas un jour d'oubli à 20 ans de l'attentat de la je passe très vite. Il y a eu le pape argentin qui a fait une allocation en duplex qui a été projetée. Voilà, ça c'est l'acte officiel. Ici avait lieu au même moment l'acte de commémoration de l'association Mémoire Active, qui a repris tout un rituel qu'elle avait mis en place pendant 10 ans sur le modèle des femmes de la place de Mai, tous les 10 ans, tous les lundis à 9h53, pour réclamer justice devant le palais de justice, puisque leur combat est essentiellement pour la justice. Et on voit ici, en écho direct au slogan Ni un día de olvido, c'est la mémoire ne nous manque pas, il nous manque la justice. Donc un slogan d'emblée plus politique. Voilà. Et alors il y a une lecture des noms, tout le monde répond, il y a un nom qui est donné, tout le monde répond presente. Et il me semble que c'est quelque chose qui est lié aussi aux commémorations, une ritualité qui est liée aux commémorations des violences de la dictature, hein, il me semble. Quand on donne un nom de disparu, on dit presente. Donc il y a toute une ritualité qui a été empruntée à ce registre-là, et à la fois certains signes pour judaïser l'événement, lui donner sa singularité propre avec la sonnerie du chauffard. Voilà. Alors là, quelques heures après, avait lieu une autre commémoration d'une autre association fondée par Sergio Grostein, qui lui a la particularité d'être proche du gouvernement Kirchner. Et vous voyez, lui, il avait choisi avec son association, enfin, il n'est pas tout seul, hein, mais de manifester devant la Casa Rosada, qui est le palais présidentiel. Voilà. Et le soir, devant l'Assemblée nationale, un quatrième acte, une quatrième commémoration, cette fois du groupe APEMIA, qui est très proche des mouvements d'extrême gauche. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, pendant cette manifestation, alors, il y avait de moins en moins de personnes, hein, voilà, non, c'était pendant les événements à Gaza cet été, non à l'invasion sioniste, non à l'invasion sioniste. Donc on a tout un mélange, enfin, en tout cas, une inscription plus générale. Vous voyez, bon, je vais très vite, hein, mais chaque commémoration inscrit l'attentat dans des continuités qui ne sont pas du tout les mêmes. Hein. L'attentat contre les commémorations qui ont lieu par les institutions devant le bâtiment de la Hamia
ont plus tendance à cultiver des liens mémoriels et avec un plus du retrait du politique. Et plus on avance aujourd'hui dans ce que je vous ai présenté, plus on est dans des revendications politiques et extra-argentines aussi. C'est-à-dire que Memoria Activa, c'est pour les droits de l'homme, c'est pour le processus de démocratisation, pour la justice. Et là, on a ici quelque chose qui est très clairement contre le... Comment on appelle ça, le machin américain, bon, les trucs d'extrême gauche classiques. Voilà. AMIA, el Estado argentino est le responsable. Voilà. Donc je conclus. Ah oui, juste pour vous montrer les convergences avec une des maires de la place de Mai, Canal Historique. Et ici, un représentant des victimes d'une autre tragédie, celle de Once, du train de Once qui avait fait plein de morts et qui lutte aussi pour la reconnaissance de la justice. Voilà. Et alors Serge Bergman, vous ne l'aurez pas. Voilà. En conclusion, ce qui me semble intéressant de souligner par rapport aux problématiques qu'on a présentées durant ces 2 jours, c'est que si départ il y a, c'est-à-dire si on retrace tout ça dans un mouvement migratoire plus général, le surgissement de la violence terroriste n'implique aucun départ significatif. Ce qui semble déterminant pour réviser définitivement la place des populations juives au sein de l'État argentin, c'est l'antisémitisme d'État et la crise économique. En revanche, le terrorisme a des conséquences sur la manière de recomposer les identités juives sur place, et notamment avec ces 2 mouvements qui me semblent un peu tirés dans 2 sens différents, à un rétrécissement de l'espace communautaire et à la fois une projection, une citoyennisation du judaïsme argentin. Voilà, merci.